Il était une fois deux hommes qui n'avaient rien en commun que la peinture. Le premier, du nom de Georges, vivait dans un quartier résidentiel de la haute bourgeoisie. Il avait reçu la meilleure éducation qui soit, gentleman en apparence, aussi habile avec le pinceau qu'avec le verbe. Il aimait séduire l'auditoire et être reçu comme un prince dans tous les salons mondains du pays. Il était beau, plutôt grand, ses yeux et ses épais sourcils dessinaient un regard malicieux et joueur. Quant à son art, on disait qu'il était le plus prometteur en ces temps de grâce 1924. L'autre peintre, du nom d'Alvaro, était d'origine modeste, pour ne pas dire pauvre. Il avait toujours vécu dans le besoin et toutes ses économies, acquises à l'usine sur une chaîne de montage malodorante et sale, servaient à acheter des toiles bon marché, des pinceaux rêches et des tubes de peinture au rabais. Il peignait la nuit, dormait peu, et puisait son énergie dans son rêve, celui d'être un jour reconnu comme un grand peintre. Un jour, il y eut un événement marquant dans la ville où vivaient ces deux peintres. D'ordinaire, le mois de septembre annonçait une pluie désagréable, fine et tenace qui devait durer 8 ou 9 mois. Mais ce jour-là, il y eut un temps mémorable. Le ciel s'était complètement ouvert. Le ciel, d'un bleu clair encore un peu obscurci par l'orage de la veille, diffusait une lumière chaude et apaisante. Tout le monde était dehors, et par chance cette belle journée coïncidait avec le jour de repos d'Alvaro. Georges, lui, s'ennuyait. Il regardait la rue par la fenêtre, tout en portant à sa bouche une tasse en porcelaine dans laquelle son serviteur avait versé un thé fraîchement arrivé des Indes britanniques. « Edgar !» dit-il alors. « Prenez mon manteau, nous allons faire un tour. » Le domestique obéit, et les deux hommes furent bientôt sur le trottoir. Chose extraordinaire en cette journée, les frontières entre quartiers semblèrent s'être effacées. Les bourgeois s'aventuraient dans les faubourgs, et les pauvres osaient franchir le fleuve pour flâner entre les belles maisons. Et ce, sans que personne s'en offusque. La police elle-même était calme. Aucun agent ne vint d'ailleurs chercher querelle à Alvaro et à la galerie qu'il avait installée à même la rue. Alvaro lui-même, d'ordinaire si prudent et respectueux des codes, n'avait pas pensé qu'il pouvait s'attirer problème. Il avait alors 20 ans, mais en paraissait 32 plus en raison de son occupation et du manque de sommeil réitéré. Son art avait quelque chose de simple et profond à la fois. Simple par la technique, les matériaux employés qui étaient de piètre qualité, et profond car on sentait qu'il peignait avec son cœur, sans formation ni bagage artistique. Il reproduisait des scènes connues de la Bible, ce qui n'était pas pour déplaire à la bourgeoisie chrétienne et conservatrice qui constituait sa clientèle. Mais il peignait comme un enfant, un peu comme Joan Miró, dans un style plus réaliste bien sûr. Ce jour-là, il vendit quelques toiles. Il pensait en lui-même « Ces bonnes gens doivent avoir pitié de moi. Mon accoutrement leur inspire la miséricorde. Ils n'achètent pas mon art, non. Mon art ne vaut rien. » Et ce n'était pas Georges qui allait le convaincre du contraire. Voilà que le peintre renommé tournait à l'angle de la rue, suivi de près par son serviteur, un vieil homme qui courbait volontairement l'échine. En voyant l'attroupement autour des toiles d'Alvaro, Georges pressa le pas. Bien sûr, on le reconnut, et la foule en liesse oublia soudain Alvaro et ses œuvres exposées à même le trottoir. Il y eut un léger mouvement de foule et une femme planta son talon dans l'une des toiles. Alvaro ne dit rien. La foule finit par se calmer. Georges cessa de serrer les mains et puis enfin s'approcher du stand. Il vit la toile abîmée et pour cela dédommagea Alvaro de quelques pièces. Il lui adressa un sourire irrévérencieux, puis jaugea ses vêtements et les toiles. Alvaro ne le quittait pas des yeux. Il tenait toujours les pièces dans sa paume ouverte. Georges fit semblant d'apprécier l'une des toiles, puis réfréna un rire. Il plissa les yeux et s'éloigna. Alvaro ne ressentait à l'égard de cet homme aucune haine. Il oublia tout à fait l'individu méprisant et suffisant qu'était Georges de la Tour. Il retourna à l'usine, fit ses heures, toucha sa paye, travailla dur le soir venu, alla de temps à autre dans les bordels, eut quelques amours, puis exposer ses toiles dans des galeries de second rang, se faire arnaquer par des mécènes sans argent et finalement rester humble et enthousiaste, sûr qu'il était que son art serait un jour reconnu, dût-il mourir avant que ce jour n'arrive. Et au cours de sa vie, Alvaro eut pour les personnes qui l'entouraient, la gardienne, ses amantes, les galeristes et même les escrocs qu'il croisa, les intentions les plus distinguées. Il vécut toute sa vie dans la même chambre de bonne, et tous les badauds le connaissaient comme le petit peintre du faubourg Saint-Antoine. Georges, lui, vécut dans les mêmes conditions favorables qu'il avait vu naître. Riche, oisif, il peignait chaque matin dans une verrière lumineuse et fleurie, fréquentait les plus grandes figures de son temps, était exposé dans tout le pays et au-delà,
devait poser avec Matisse et Picasso, partir en vacances avec Juan Gris, ou Joan Gris, ou Jean Gris, et même tromper sa femme avec la femme de Dali. Georges de la Tour était considéré comme un bon peintre d'école, textuellement. Sa technique était irréprochable, les thèmes qu'il choisissait faisaient l'unanimité, mais il avait cette arrogance et cet humour douteux qui finirent par se retourner contre lui. Sa réputation le devançait partout où il allait. On parlait du dandy capricieux, ou encore du faux génie de la rue d'Antour. Alvaro mourut à l'âge de 43 ans, d'une bronchite mal soignée et des complications qui suivirent. C'est la gardienne qui le trouva raide mort, blanc comme un cierge, sur son lit pouilleux et malodorant. Il serrait fort une palette contre son torse, ses mains étaient couvertes de peinture à l'huile. La gardienne pleura à chaudes larmes et tarda à prévenir les autorités. Ce jour-là, sa mort s'ébruita et des commerçants fermèrent leur commerce pour venir le voir sur son lit de mort. Une émotion gagna le quartier. Des hommes virils, qui n'avaient jamais pleuré de leur vie, se laissèrent aller à la plus grande tristesse. Ils devaient se rappeler du petit peintre des faubourgs et de sa légendaire sympathie pour le genre humain. Ce n'est pas qu'Alvaro savait parler, mais sa présence, son écoute avaient marqué les esprits de façon imperceptible et cette marque apparaissait au grand jour. Sans famille ni testament, le voisinage mit de l'argent en commun pour lui donner un enterrement décent. La gardienne récupéra une bonne partie de ses toiles et en donna aux commerçants du coin. Et dans les bars et les boutiques, on peut encore voir ces toiles exposées. Et si vous vous éprenez de l'une de ces toiles, on vous répondra à coup sûr qu'elle n'est pas à vendre, qu'elle fait partie du patrimoine local. Georges de la Tour mourut à l'âge de 90 ans, seul, dans sa résidence secondaire de Deauville. Il mourut dans son sommeil, enveloppé dans une étoffe si rare que ses descendants se disputèrent longuement pour savoir à qui elle reviendrait. Personne ne pleura Georges, pas même ses fils, avec qui il avait entretenu une compétition aussi stupide que malsaine sur tous les niveaux. Peinture, culture générale, chasse aux cerfs, golf. Quant aux relations qu'il avait nouées dans les salons mondains du monde entier, au prix de grands efforts, il n'en resta rien. Même ses amantes oublièrent bien vite le fin séducteur qu'il fut. Les livres d'histoire parlent bien de Picasso, de Matisse, de Juan Gris, ou encore de Joan Miró, mais personne ne parle plus de l'art de Georges de la Tour. Seuls quelques experts le connaissent et peuvent dire si l'une de ses pièces est encore exposée quelque part. À ma connaissance, il n'en reste qu'une au London Museum of Pictorial Arts, et lors des sorties scolaires, on peut voir des gamins pleins d'acné rigoler niaisement devant la toile, se bousculer un peu, regarder furtivement vers le tableau et passer leur chemin après avoir pris un selfie. Voilà, c'était l'histoire de l'artiste raté, les amis. J'espère qu'elle vous a inspiré, j'espère que vous en décortiquerez toute la morale. Et puis voilà, c'est tout.